je vais dire deux mots pour me présenter, parce qu'effectivement, je suis sociologue, je fais sociologue de la santé. Alors ça veut tout dire et rien dire. Je m'occupe plutôt de gens qui vont mal, c'est déjà plus sympathique comme job. Et en particulier, je m'occupe beaucoup de questions relatives aux addictions, à la psychiatrie, à la très grande marginalité. Voilà, plutôt des gens qui sont dans les rues avec des problématiques psychiatriques en général et qui consomment des produits divers et variés dans la journée. C'est le genre de choses dont je m'occupe aujourd'hui. Et alors, comme j'ai aussi un peu une autre casquette, je suis souvent appelé auprès de l'HAS, à la Haute Autorité de Santé, pour participer à des groupes de travail sur des problématiques un petit peu relatives à la santé mentale. Et donc on m'avait demandé de participer à la rédaction d'un rapport de recommandation de bonne pratique, donc destiné plutôt aux médecins de première ligne, sur l'hyperactivité. Donc j'avais déjà travaillé sur les questions d'autisme et j'avais trouvé ça très 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 intéressant. Et surtout que quand on commence à être sollicité sur une question comme ça, après on voit dans son entourage plein de choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. On entend à la radio des choses qui vous font sursauter. Alors je me souviens d'une campagne qui était un petit peu menée à peu près à la même époque. Alors on a mis très longtemps à écrire ce rapport parce que c'est toujours un peu explosif ces rapports. Ils ont voulu prendre beaucoup de précautions pour éviter ce qui s'était passé dans le cas de l'autisme. Je ne sais pas si certains ont suivi ça. Il y avait quand même une explosion du côté de la psychanalyse et donc ils ont voulu faire très très attention. Donc c'est un rapport qui a duré mais 1 an et demi. Voilà, donc c'était assez long. Et donc à cette occasion, j'avais entendu à la radio le genre de choses qu'on balance un petit peu comme ça. Vous savez, on nous balance plein de chiffres sur plein de choses. On ne sait pas d'où viennent ces chiffres, on ne sait pas très bien comment c'est construit, on ne sait pas très bien pourquoi c'est faire. Et il y avait un chiffre qui m'avait un peu frappé. On disait comme vérité acquise qu'il y avait en moyenne maintenant en France 2 enfants hyperactifs par classe, ce qui en faisait évidemment un problème de santé publique absolument colossal, qui méritait l'intervention des pouvoirs publics, des professionnels, et puis surtout qui interrogeait sur la place de ces enfants dits hyperactifs, et puis aussi qui pouvait aussi interroger sur qui servait aussi à donner une sorte de clé de compréhension aux problèmes que rencontre l'école aujourd'hui. Alors, quand on n'a pas fait le lien direct, mais si vous multipliez le nombre de classes par 2 enfants en moyenne, si vous regardez le volume d'enfants à problème par an, ça règle quand même pas mal de problèmes. Et c'est bien pratique d'avoir des petites pathologies comme ça dans sa poche pour expliquer un certain nombre de problèmes qui ne sont évidemment de nature très 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 différente. Qu'il y ait 150 000 enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme, sans un peu sur le carreau, et que par ailleurs on ait des pathologies qui peuvent expliquer ça sur ce mode-là, c'est évidemment tout à fait intéressant d'un point de vue politique et social. Alors, donc, moi je suis un petit peu... Alors, ce sont des débats sur lesquels il y a des avis très tranchés. Alors, je vais en parler un peu aujourd'hui, mais effectivement, il y a plutôt une... Il y a tout... Alors, c'était assez intéressant d'ailleurs dans nos conciliabules à l'HAS, c'est qu'ils avaient quand même fait un panel d'experts un peu varié, dans le sens où il y avait des gens qui étaient plutôt proches de la psychanalyse, des gens qui étaient plutôt proches d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer tout et son contraire, et puis des sciences sociales, donc c'était à peu près, on va dire, éclectique. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, ces problèmes ne sont pas des problèmes anecdotiques. C'est-à-dire qu'au fond, cette question d'hyperactivité, elle nous enseigne plein de choses. Elle nous enseigne plein de choses sur, évidemment, l'école, sur la jeunesse, sur la médecine, sur la psychiatrie, sur le devenir de la psychiatrie, et puis sur notre société aussi. Alors évidemment, c'est un peu mon job que d'essayer de faire un paquet cadeau avec tout ça. Et c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, le titre de demande sociale d'hyperactivité, ça s'explique un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, comme je vous le dis, moi, ma position, c'est d'essayer de ne pas être trop dans le camp de gens qui considèrent que c'est une maladie, comme il en existe dans l'univers physique et qu'on l'a découvert opportunément par un génie de la science,
et ni de l'autre côté qui consiste à dire tout ça c'est des constructions sociales, ça n'existe pas, c'est juste pour vendre du médicament. Je trouve que les deux positions sont assez contestables l'une et l'autre, tout simplement parce que quelque part il y a quand même des enfants qui ont un mal-être. Et c'est un peu la boussole quand même sur ces questions. Il y a quand même des enfants qui sont en situation de mal-être. Voilà, en tout cas, quand on peut garder ça, c'est une sorte de donnée un petit peu qui va résister à toutes les théories qu'on va pouvoir faire ou à toutes les orientations idéologiques qu'on va pouvoir donner à nos discours. Alors, d'où ça explique un peu cette idée de demande sociale. Voilà, c'est une demande sociale dans le sens où ça répond à des besoins. Une maladie comme celle-ci, ça va répondre à des besoins, ça va rendre des services. Donc c'est pas complètement farfelu, c'est pas complètement construit, c'est pas complètement un bidonnage plus ou moins. Je travaille beaucoup avec les laboratoires pharmaceutiques. Je les vois faire des choses assez incroyables. Voilà, je vois des gens de laboratoire qui vous expliquent ce que va contenir la prochaine loi sur la santé parce qu'ils sont en train de l'écrire. Donc le monde des laboratoires est très très puissant, il construit la santé aujourd'hui très fortement, mais pas seulement. Donc mes histoires de demande, je veux un petit peu regarder ce qui se passe aussi dans la société. À un moment donné, il y a des gens qui ont des problèmes, différents types de problèmes, et dans une société, on construit des solutions, des outils, des systèmes pour résoudre des problèmes. L'hyperactivité, ça permet de résoudre des problèmes, mais c'est aussi une sorte de problème. Donc vous avez observé que l'hyperactivité, c'est à toutes les sauces aujourd'hui. C'est dans toutes les discussions, c'est à la sortie de toutes les écoles, c'est dans tous les conseils de classe, c'est les parents entre eux qui discutent, c'est devenu un marché pour la psychologie privée. Donc c'est un petit peu à toutes les sauces. Il y a donc le fameux rapport que je vous ai indiqué, et puis d'autres. Hein. Il y a des recommandations très très officielles qui incitent au dépistage précoce. Alors ça tout doit être dépisté précocement. Hein. C'est toujours mieux pour plein de raisons. Donc il y a beaucoup d'experts qui s'intéressent à ça. Voilà, donc c'est quand même aujourd'hui un problème intéressant à étudier. Alors d'un point de vue de la prévalence, c'est aussi un problème, donc il y a un diagnostic, on peut faire des diagnostics, on sait à qui et combien de gens on donne des médicaments, hein, la sécurité sociale tient les comptes, donc c'est un petit peu dire un peu quelle est la prévalence de ce problème. Alors aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'on a passé beaucoup de temps dans nos discussions de groupe de travail à faire ce qu'on appelle la revue de littérature, c'est-à-dire à collecter un petit peu ce qui s'écrit dans le monde sur le sujet. Et quand on a regardé les histoires de prévalence d'épidémiologie, on était assez embêtés parce qu'effectivement, c'est une connaissance assez molle sur la question. Alors, moi, ça ne me gêne pas. Hein. On sait très bien que les sciences, on s'appuie aussi souvent sur des énoncés, enfin des connaissances molles, font des stratégies de cavalerie pour pouvoir faire tenir des énoncés scientifiques. Bon, voilà, donc ça, c'est pas encore le problème. Mais si on prend le cas de la France, on estime que voilà, 3,5% des enfants de 6 à 12 ans sont aujourd'hui concernés. Donc on a fait, c'était par une enquête téléphonique, donc on a pu avoir, les gens ont répondu à des questions sur leurs enfants. Alors évidemment dans le trouble, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui ont plutôt des troubles de l'attention, des gens qui ont plutôt une dominante hyperactivité, et puis les gens qui composent un peu les deux. Donc c'est un peu l'huile et l'eau en même temps, mais bon, tout ça peut tenir dans la même définition. Alors si on ajoute à cela les enfants qui sont aujourd'hui, qui prennent un traitement, alors le fameux traitement c'est la Ritaline, hein, ça fait beaucoup le méthylphénidate, donc ça fait beaucoup de couler d'encre, parce qu'effectivement ça approche des amphétamines, donc évidemment ça fait toujours bizarre de dire on va filer des amphétamines à des enfants de 6 ans. Bon, ouais, ça fait bizarre. Bon, ça marche, hein, ça marche. Donner de la Ritaline, ça marche. C'est ça qui est assez
Ça marche. Alors ça marche pendant 6 mois, ça marche encore mieux s'il y a des méthodes éducatives à côté. Donc voilà, ça on sait à peu près dire ce qui marche. Ça ne peut pas être un traitement ad vitam aeternam, contrairement à ce qui est en train de se passer. Mais voilà, si on ajoute les gens qui sont aujourd'hui sous traitement, voilà, l'échantillon, c'est plutôt 5,6%. 5,6% de la catégorie d'âge que je viens d'indiquer, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde à gérer, ça fait quand même du monde. Et donc, il faut quand même produire ce problème. Quand vous avez 5% ou 6% d'une population qui a un problème de ce type-là, il faut mettre en œuvre toute une sorte de machinerie intellectuelle, scientifique, de politique publique, etc., pour construire la catégorie, pour lui donner du sens, pour dessiner des modalités de traitement, des traitements politiques, mais de traitement social et technique aussi. Donc, on a ici... alors, si on regarde encore une fois, je vais aller plus vite parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais sur les questions de prévalence, c'est très bizarre parce qu'effectivement, alors ça c'est pour le cas de la France, mais vous savez qu'il y a plusieurs... on s'aperçoit que c'est très dépendant des méthodes diagnostiques. Alors, ça met un doute sur la réalité de la pathologie. Alors, si on prend les critères du fameux DSM, ou si on prend les critères de la CIMDIM, la CIM, c'est la catégorisation internationale des maladies. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères diagnostiques, mais le résultat, c'est que c'est du simple au double. Le DSM diagnostique 2 fois plus d'enfants hyperactifs qu'avec la CIM. Donc c'est bizarroïde quand même, c'est bizarroïde. Idem, si on fait du survol international, on se rend compte que les États-Unis, ils ont 2 fois plus de cas, la prévalence est 2 fois plus forte qu'en Europe, la moyenne européenne. Donc on se dit quand même, les enfants américains ne sont pas foncièrement différents des enfants européens. Donc on s'aperçoit quand même que l'hyperactivité a quand même des contours extrêmement flous, qui va dépendre beaucoup des pratiques diagnostiques et puis surtout des contextes locaux de prise en charge. Par exemple, aux États-Unis, pour être pris en charge, il faut un diagnostic pour entrer dans un plan de santé. Sinon, vous n'êtes pas pris en charge. Vous n'êtes pas remboursé par votre assurance. Donc, très vite, dès la première consulte, il faut que le médecin mette un diagnostic. Sinon, les gens payent et ça coûte très cher aux États-Unis, comme vous le savez. Donc, en France, on a un peu de temps avant de mettre un diagnostic. On peut faire circuler le patient dans une chaîne thérapeutique qui va du médecin généraliste au le spécialiste un peu spécialiste, puis le très très grand spécialiste du CHU au dernier étage du tripode, qui va donner la solution miraculeuse. Voilà. Mais voilà, donc on n'a pas du tout les mêmes pratiques et au fond, nos dispositifs de prise en charge, nos systèmes de santé, produisent aussi, designent la maladie aussi. Voilà, donc il faut comprendre ça. Donc évidemment, on a une maladie de ce type-là. Les maladies dans le champ de la santé mentale sont d'abord des sortes de cire molle qui vont s'imprimer, qui vont prendre la marque des systèmes de soins, des politiques publiques, des pratiques professionnelles. Par exemple, même en France, vous avez des médecins qui sont absolument réfractaires à diagnostiquer de l'hyperactivité, parce qu'ils pensent que ça repose sur des théories fumeuses. Voilà. Vous avez des médecins qui vont diagnostiquer tout ce que leur demandent leurs patients. Voilà. C'est un peu le cas pour l'hyperactivité. Je vous expliquer pourquoi, parce qu'effectivement, on a des diagnostics qui sont des confirmations, en fait, de diagnostics tout à fait profanes. Parce que quand l'enfant arrive devant le médecin, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'il a déjà l'étiquette sur le front. Il a déjà eu peut-être un problème avec un élève dans la cour de récréation. Peut-être que l'enseignant a commencé à s'inquiéter, à en parler avec d'autres enseignants. Peut-être qu'il a glissé comme ça, subrepticement, une phrase à la sortie de la classe aux parents. Et petit à petit, les parents se sont dit « Tiens, c'est quand même bizarre ». Ils sont allés voir sur Internet, ils se sont dit « Tiens, ça ressemble à ça ». Et donc on fait le diagnostic. Et à chaque intervention, ça durcit quelque chose qui n'est qu'un discours, mais qui va créer une entité pathologique. Donc effectivement, quand l'enfant arrive devant le médecin dit qu'est-ce qui se passe. Eh ben, les parents font la liste
attester des problèmes qui sont des symptômes, et donc finalement le médecin est amené à valider un processus qui lui échappe complètement. C'est souvent le cas dans ces nouvelles pathologies en santé mentale. J'étais dans un groupe précédent sur l'autisme à la Haute Autorité de Santé. Les gens des associations, notamment du syndrome d'Asperger, donc vous savez, c'est plutôt les surdoués, comme on dit, ils me disaient, mais nous, on est très, très, très embêtés parce qu'on est harcelés par des familles qui tapent à la porte, qui téléphonent, qui disent « déclarez mon enfant surdoué, déclarez-le surdoué ». Et donc, voilà, il y a une sorte de harcèlement, un besoin du diagnostic. Voilà, parce qu'effectivement, pas parce que ça rend des services. Voilà, dans notre système scolaire, dans notre système social et auprès des familles. Alors en plus, voilà, c'est et aussi d'un point de vue, je dirais, scientifique, en quelque sorte, la plupart des diagnostics s'appuient sur des échelles qui sont assez discutables, dont la solidité scientifique est toujours discutable, parce que la plupart du temps, ce sont des échelles qui se basent sur du recueil d'informations et donc sur de l'autodéclaration, enfin sur de la déclaration, et il n'y a pas de test biologique. On est d'accord, voilà. Donc c'est du jugement subjectif. Donc il y a une industrie d'ailleurs internationale du test de la psychométrie. Il y a des gens qui gagnent des droits d'auteur à ne rien faire parce qu'un jour, enfin ne rien faire, pas être méprisant, mais un jour ils ont fait une échelle standardisée qui marche, qui est utilisée à travers le monde, et ils touchent des droits d'auteur sur chaque fois que cette échelle est utilisée, ou parce qu'ils font faire des formations pour pouvoir utiliser leur échelle. Donc il y a un business aussi dans la psychométrie. C'est aussi pour ça que ces pathologies se développent, parce qu'effectivement, il y a aussi des enjeux comme ça derrière. Alors, on utilise beaucoup le fameux questionnaire de Conners. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il y a une version pour les parents, il y a une version pour les enseignants. Donc, c'est un recueil d'items, pour voir, c'est un peu... Alors, si on est méchant, on dit, voilà, c'est comme dans les magazines féminins, vous savez, vous cochez, puis à la fin, vous regardez, vous avez 3 étoiles, vous êtes plutôt comme ça, vous avez 4 étoiles, vous êtes plutôt comme ça. Ben, c'est un peu ça, quand même, mais... Bon, par contre, ça a l'avantage d'avoir été très utilisé, très validé, un peu croisé avec d'autres sources d'éléments. C'est un peu plus fiable, mais quand même, il ne faut pas regarder trop, ouvrir le capot, comme on dit en méthodologie. Alors, ce sont souvent des jugements subjectifs qui sont demandés. On demande aux gens, par exemple, si l'enfant grimpe de façon excessive. On grimpe de façon excessive. Ou si, par exemple, s'il semble propulsé par un moteur. Oui, non, mais vous voyez, c'est... Oui, mais c'est... Non, mais je ne dis pas que c'est complètement nul. Ça a un intérêt quand même. C'est quand même... Voilà. Alors, voilà, c'est des échelles qui vont associer des niveaux assez différents, qui vont associer à la fois, qui vont associer des indicateurs assez normatifs. Donc, c'est les indicateurs normatifs, c'est par exemple, est-ce que l'enfant refuse de se conformer aux demandes de l'adulte? Donc, c'est les troubles oppositionnels. Donc l'enfant, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'enfant qui dit non est suspecté quand même. Bon, après, ça peut être aussi, si c'est répétitif, si c'est... Bon, voilà, on peut discuter. Hein. Donc, des indicateurs normatifs, des indicateurs de niveau scolaire, on demande si l'enfant est faible en orthographe. Bon. Et puis, comment dirais-je, des éléments plus comportementaux. Hein, est-ce qu'il n'arrête pas de bouger sur sa chaise? Est-ce qu'il est toujours en mouvement, etc. Voilà. Donc c'est quand même étrange. Voilà. Enfin, en tout cas, du point de vue des sociologues, ces outils sont très discutés, très discutables, pour toutes les raisons que je viens un peu d'évoquer. Alors, on s'aperçoit que quand même, l'évaluation, elle est surtout le reflet des problèmes que les adultes rencontrent
pour tenir leurs rôles sociaux ou leurs rôles professionnels. C'est surtout ça que ça montre, ces échelles. Voilà. Alors, je dis aussi, c'est un autre élément qu'on oublie toujours, c'est que quand on regarde le devenir des enfants hyperactifs, il y a une sorte d'histoire naturelle de la maladie, hein. C'est-à-dire que la plupart des cas disparaissent d'eux-mêmes sans intervention autour de 20 ans. Parce qu'il y a un changement d'environnement, etc., etc. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours le risque d'inscrire dans un destin un enfant et de lui donner un destin à la fois pathologique, un destin indirectement scolaire et un destin encore plus indirectement social. Donc pour nous, c'est quand même très très intéressant parce qu'on est face bêtement à une opération de catégorisation à la fois sociale et scolaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des objets tout à fait explosifs. Alors, vous allez dire, évidemment, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autisme, enfin pas l'autisme, l'hyperactivité, pardon, c'est pas un cas isolé. C'est pas du tout un cas isolé. Parce qu'effectivement, il faudrait élargir un peu le regard, parce que en termes de santé mentale, on a d'autres cas de ce type-là. Alors, par exemple, on a des cas de pathologies qui ont connu une inflation épidémiologique extrême au cours des dernières décennies. Alors, c'est le cas de l'autisme, on en a beaucoup parlé. Alors, aux États-Unis, l'autisme, on passe de 1 cas pour 5000 naissances en 1975 à 1 cas pour 68 en 2012. Donc, vous voyez, alors évidemment, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que les critères de diagnostic ont été un peu modifiés. Mais un enfant sur 68, donc c'est quand vous avez un enfant sur 68, c'est plus une maladie. Oui, c'est un mode de gestion, de socialisation de la jeunesse. Les traitements, je vais un peu vite parce que je le dis après, mais ces pathologies et les traitements que l'on met en place pour ces pathologies sont devenus avant tout des modes, des aides, des béquilles à la socialisation de la jeunesse. Il est tout à fait ordinaire, normal, aujourd'hui, dans les expériences de socialisation de la jeunesse d'aujourd'hui, d'avoir une trajectoire thérapeutique, un peu de santé mentale en règle générale, et avoir souvent des médicaments. C'est tout à fait normal. On a fait, je viens de terminer, un travail pour l'Observatoire français des drogues sur le détournement des médicaments psychotropes par les jeunes. Il vous explique clairement que entre eux, sujet de discussion, c'est qu'est-ce que tu écoutes comme musique, tiens, t'as quoi comme médicament, moi j'ai des bleus, tout ça, on se les échange d'ailleurs, on fait des tests, etc., etc. Donc le médicament psychotrope, c'est pas un ovni, c'est complètement intégré à leur vie, c'est complètement intégré à nos modes d'éducation. C'est devenu une béquille un peu parfois nécessaire à la socialisation normale, ordinaire des jeunes d'aujourd'hui. Donc on a eu l'autisme, on a eu la dépression. Donc là aussi, il y a eu plein de bouquins sur dépression, l'épidémie de dépression. Le nombre de cas en France a été multiplié par 7 en 15 ans. Donc là, ici, avec des suspicions, toujours, sur le fait de vendre des médicaments derrière. Mais aussi, on peut avoir la même chose sur les risques psychosociaux au travail. On a des épidémies de plein de choses. On a des épidémies de suicide au travail, de stress au travail. On a eu une épidémie de post-traumatic stress disorder, etc., 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 etc. Donc il y a un nouveau paysage pathologique en santé mentale qui a quand même quelques caractéristiques. Première caractéristique, c'est la biologie est tenue à l'écart. Il n'y a pas de test biologique et donc effectivement on est obligé de se replier, ce que je disais tout à l'heure, sur la psychométrie, donc avec les effets un peu étranges, pervers de la psychométrie. Alors évidemment, je fais une petite parenthèse, dans l'histoire de la psychométrie, on a c'est Binet et compagnie, qu'on a beaucoup lancé la psychométrie pour des questions scolaires. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait cette proximité entre le fait de faire des tests. Alors les premiers tests, c'est des tests sur l'âge mental, sur le quotient intellectuel, c'est les travaux de Binet.
voilà, où on essaie un peu comme aussi il y a une parenté très très forte entre la médecine, de ce point de vue-là, et le classement des performances intellectuelles rapprochées du champ scolaire. Donc effectivement, il est évident qu'il y a une histoire entre l'école et la psychiatrie qui c'est un petit peu l'école et la psychiatrie se sont cherchés. C'est un vieux couple avec des périodes où ils ont voulu s'associer, ça ne s'est pas fait, des périodes où ils ont fait chambre à part pendant très longtemps, et puis aujourd'hui on est dans une période où, je vais garder la même métaphore, hein, où ça couche beaucoup, si je puis dire. Hein. Donc, c'est de quoi ça va coucher. De quoi ça va coucher. Donc il y a quand même, il faut voir ça, c'est le premier point. Hein. Il y a quand même ce contexte d'évolution, de très forte évolution de la psychiatrie. Donc la psychiatrie est en train de changer énormément. La psychiatrie, en fait, on n'appelle plus ça la psychiatrie d'ailleurs. C'est un terme qui est en train de disparaître au profit de la santé mentale. C'est pas la même chose. Effectivement, donc le DSM, l'idée qu'il n'y a plus de pathologie mentale, qu'au fond, il y a plutôt un raisonnement à partir des symptômes, mais non pas de l'étiologie des maladies. L'idée qu'on va médicaliser de façon extrême les états limites, les émotions. Alors dans le dernier DSM, il y avait des discussions pour savoir s'il fallait faire entrer la timidité comme pathologie de santé mentale. Alors évidemment, timidité pathologique. Parce que du point de vue des symptômes, enfin du point de vue extérieur, ça peut être une maladie. Il y a des symptômes, et puis un retentissement sur la vie sociale, comme n'importe quelle pathologie en santé mentale. Donc au fond, on pourrait intégrer la timidité comme maladie, et évidemment prescrire quelques médicaments qui pourraient aider à dépasser ce handicap. Donc il y a beaucoup de... Il y a un mouvement très très fort autour de la psychiatrisation de la société. Il y a des très forts doutes sur ces maladies. Au fond, on les dénonce comme outils de contrôle social, en quelque sorte. Alors ça a des conséquences assez importantes et qui vous concernent. Parce que plus on développe, plus la santé mentale, plus les nouveaux troubles en santé mentale se développent, plus la psychiatrie se déspécialise. Je veux dire par là que on va faire appel de plus en plus à des non-psychiatres et à des non-spécialistes pour faire du repérage précoce de symptômes. Donc des enseignants, des parents, des éducateurs, des animateurs, même les policiers, sont censés faire de la détection à partir de quelques signes, de quelques signaux d'alarme. Hein, on commence à dire les red flags maintenant, les drapeaux rouges. Quand on fait ça, paf, drapeau rouge, alerte. Attention, il faut commencer à se poser des questions. Et donc on a de plus en plus, c'est ce que je dis tout à l'heure, des professionnels, les médecins de première ligne et les médecins spécialistes de première intention, dont le boulot change énormément puisqu'ils vont de plus en plus valider. Ils ne sont pas du tout en bout de ligne, c'est ça qu'il faut comprendre. L'organisation du travail médical change complètement. Le médecin n'est plus en début de ligne de la production de soins. Bon, son travail commence quand il y a déjà une sorte de chaîne qui s'est engagée et au fond, il va valider des diagnostics profanes. Il va intervenir après que d'autres acteurs ont fait du dépistage précoce, ont repéré des signaux, ont éliminé un certain nombre de troubles et ont sélectionné les troubles qui leur paraissent les plus pertinents et les plus utiles socialement. Parce que là aussi, on a quelques études on sait très bien qu'au fond, les diagnostics selon les CSP sont variables. En gros, plus on monte dans les CSP, plus on fait des diagnostics de maladies un peu clean, pas trop insultantes socialement. Voilà. Donc plus on est en bas de l'échelle, plus on a du trouble de comportement. Plus on est en haut,
plus on va avoir des troubles de type autisme. Les associations de parents d'autisme, d'hyperactivité, sont tous des CSP+. Dans nos réunions à l'HAS, c'était absolument flippant. Le type de l'association des enfants hyperactifs était là. Il connaît la littérature internationale sur l'hyperactivité mieux que tous les spécialistes qui étaient présents dans la salle, du neuropédiatre au psychanalyste, en passant par toutes les autres disciplines les plus pointues et les plus techniques. C'est-à-dire que toutes les 3 secondes, il lève la main, il dit « Ah non, on ne peut pas dire ça. Il y a l'étude de Bidule publiée en telle année qui montre que... » Donc on a des spécialistes de ce type-là, et donc le travail médical change énormément. Ce sont des pathologies, c'est un autre point commun, sur lesquels il y a une forte suspicion. Et on voit derrière ces pathologies le travail obscur des laboratoires. Donc il y a toute une littérature de dénonciation qui dénonce un peu des maladies inventées par les laboratoires, évidemment, pour vendre du médicament. C'est ce qu'on appelle le disease mongering. Ce sont des labos qui inventent des pathologies. Donc là aussi, il y a plein de travaux, d'ailleurs en sociologie, qui montrent comment on requalifie des maladies, comment on décrète qu'il faut faire du dépistage précoce, parce que ça permet de donner le traitement de référence, non pas à partir de 12 ou 15 ans, mais à partir de 3 ans. Ça augmente le nombre de clients, etc., etc. Donc il y a des techniques commerciales qui sont tout à fait premières dans la définition des pathologies aujourd'hui. Donc effectivement, il y a toute une série de travaux qui dénoncent ça, qui dénoncent le pouvoir des laboratoires et qui dénoncent ce que deviennent. Il y a un type aux États-Unis qui s'appelle Barber qui a écrit un bouquin, c'est-à-dire comment on est en train de... comment on fait passer une nation entière, alors c'est les États-Unis, sous un état de médication généralisée. Voilà. Un état de médication généralisée, c'est-à-dire qu'effectivement, tout à l'heure on disait si on fait un test, etc. Ici, si on fait un test sanguin pour tout le monde, il est très probable qu'il y ait un petit peu de plus-value pour les laboratoires qui traînent dans nos veines, dans chacune de nos veines. Voilà. Donc effectivement, ça aussi c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. On a un rapport au médicament qui est complètement nouveau. Le médicament ne sert plus à soigner, plus seulement à soigner. Le médicament sert à vivre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc on va prendre des médicaments et toutes ces pathologies sont un petit peu suspectées au fond d'être des arguments marketing commercial pour vendre du traitement sur une manière ou d'une autre. Donc cette nouvelle santé mentale, c'est pour ça qu'il faut parler de demande sociale, c'est-à-dire qu'elle fait une offre. Elle fait une offre. Elle fait une offre à la fois technique et politique à l'ensemble de la société. Elle fait une offre en disant, au fond, on peut catégoriser à peu près n'importe quel type de problème, on peut désigner des professionnels qui vont se charger de ces problèmes, on peut neutraliser moralement ces problèmes, c'est-à-dire que votre gosse qui met le bordel, ce ne sera pas un sale délinquant mal élevé, ce sera un petit qui a un problème de santé, c'est pas pareil. Et puis, on va vous mettre en place des outils qui s'appellent des médicaments, mais aussi des outils organisationnels. On va vous proposer, clé en main, des filières de soins, des filières de dépistage, des outils d'accompagnement, des méthodes. Il y a un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle, je crois que c'est Novartis qui a fait ça, qui a même inventé une science qui s'appelle, je ne me souviens plus d'ailleurs, la science des aidants, ça s'appelle je ne sais plus, comme quoi ça ne m'a pas marqué. Bon, en fait, c'est Novartis qui a inventé la science des aidants. Donc on met clé en main des outils à disposition de la société pour gérer, pour accompagner les proches qui souffrent d'une maladie. Voilà. Donc effectivement, il y a une offre. Il y a une offre très structurée, multiniveau, qui va et qui est faite par la santé mentale, une sorte de monde assez pluriel, voilà, qui n'a pas vraiment de frontières et qui est une modalité de traitement de nos problèmes contemporains. Voilà. Et encore une fois,
il ne faut pas imaginer, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas imaginer que c'est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes les premiers prescripteurs, nous sommes les premiers à le demander, nous sommes les premiers à le vouloir, nous sommes les premiers à le mettre en œuvre. Voilà, c'est une solution que nous avons inventée collectivement. Voilà, on invente, dans toute société, on invente collectivement des solutions pour régler des problèmes. Bon, effectivement, aujourd'hui, on a des problèmes qui s'appellent comment construire un individu dans un monde complexe. On ne sait plus très bien faire. Hein, la socialisation, c'est compliqué. L'éducation, c'est compliqué. On l'a dit depuis encore tout à l'heure, il ne s'agit plus seulement de faire entrer un contenu prédéfini dans des corps, etc. On voit bien que c'est plus compliqué, et là, on ne sait pas encore très bien faire. Donc on invente des solutions. Voilà. On invente des solutions, on prend des outils, ou on détourne des outils. On détourne beaucoup d'outils pour faire ça, mais on va utiliser la psychiatrie, on utilise la psychiatrie, on utilise la santé mentale, on utilise les médicaments psychotropes pour faire ce travail. Il me paraît tout à fait évident qu'aujourd'hui, cet ensemble-là sert à ça. Ça sert à produire des individus dans une société complexe qui n'est plus centrée. Voilà. Parce qu'au fond, on demande aux individus de se... C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On demande aux individus de se produire. C'est un peu chaud, quoi. Hein, parce qu'à ce jeu-là, si on laisse les choses se faire, ben, vous allez avoir 5% de vainqueurs et 95% de gens qui vont louper quelque chose, forcément. Donc on a besoin de technologies d'aide à la construction d'individualité. Voilà. Donc l'hyperactivité, c'est pas, on ne résout pas seulement un problème, on apporte aussi une solution à un problème qui est beaucoup plus général. Le fait que l'hyperactivité soit vraiment centrée sur des périodes l'hyperactivité, c'est 6-12 ans. Après, c'est pas vraiment, voilà, ça n'a plus la même acuité. On voit bien que sur ces tranches d'âge, il y a des enjeux majeurs. Voilà, des enjeux de santé, des enjeux de parentalité. Si on fait, les sociologues de la famille montrent que les familles, en fait, c'est quoi le modèle éducatif? C'est le modèle, j'essaie de ne pas faire trop de conneries. Je bricole. C'est ça le modèle. Donc c'est un anti-modèle. Donc effectivement, il faut des aides, il faut des outils. Il faut aller les chercher. Aujourd'hui, la médecine, c'est pour ça qu'on parle de médicalisation ou de sanitarisation de la société, c'est que la médecine, propose des outils. Elle propose des outils pour régler toutes sortes de problèmes. Mais elle ne s'impose pas. On les veut, on les produit, on les coproduit. Donc tous les parties prenantes ont intérêt à développer un objet commun qui va s'appeler hyperactivité. Il me reste combien de temps? Parce que 5 minutes. Bon. Alors un peu d'histoire pour faire ces liens entre l'école et la psychiatrie. Un quart d'heure. Ok. Le problème de l'école en France, c'est quoi? Depuis, on va dire, la Troisième République, il y a une commande politique contradictoire. C'est aller vers la scolarisation massive, prendre tout le monde sous l'aile bienveillante de l'école et de la République, et puis en même temps, comme toute société, il faut trier, il faut dégager une élite. C'est pas comme toute société. C'est en France, l'objectif de l'école, c'est de produire une élite sur des principes méritocratiques. Donc c'est problématique parce que c'est complètement contradictoire. C'est complètement contradictoire. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ça ne peut pas marcher ensemble. Bon, on fait comme si. Donc, au fil du temps, à partir de la Troisième République, on a inventé des dispositifs pour pouvoir tenir ensemble ces deux impératifs contradictoires. Je vais très vite. Ce principe s'appelait la séparation. On a inventé les enfants débiles, les enfants arriérés, les enfants... Je vous passe, ça va être vraiment très très long. Binet, etc. Le repérage des enfants, des idiots, etc. etc. Donc on a mis à l'écart les enfants qui ne correspondaient pas au modèle scolaire. Alors c'était embêtant parce qu'à chaque fois que l'obligation scolaire montait,
de nouveaux élèves arrivés. Voilà. De nouveaux élèves de plus en plus différents. Des pauvres qui posent des problèmes de discipline. Des gens qui ont des problèmes intellectuels, donc qui ont des problèmes d'apprentissage, etc., etc. Donc il y a un problème, c'est d'intégrer une diversité de plus en plus large dans un ensemble commun. Aujourd'hui, depuis la loi de 2005, je vous fais vraiment très très vite, hein, parce qu'il me reste très peu de temps, hein, depuis la loi de 2005, c'est un peu acté, quoi. C'est un peu une dernière pierre de touche. En fait, ça commence avec les lois de 75 sur le handicap. Jusque 2005, il faut 30 ans pour dire il y a un principe, c'est l'intégration, il faut intégrer tout le monde dans la même école. Jusque 75, on fait de la classe spécialisée, on fait de l'éducation spécialisée, on trie les idiots des éducables, on trie les délinquants des enfants sages, on trie. À partir de 75-2005, c'est plus possible. Alors, ce qui se passe grâce à la psychiatrie, c'est que la psychiatrie, elle permet de continuer à faire le tri, mais sans ségréguer, sans séparer. Donc pour ça, c'est un outil parfait pour l'école. C'est pour ça que pendant très longtemps, de la Troisième République jusqu'à l'après la Seconde Guerre mondiale, la psychiatrie, elle ne rentre pas à l'école. Les pédagogues ont la main. Ce sont les critères des pédagogues qui font la loi. Parce qu'en fait, la psychiatrie, elle désigne des problèmes qui n'intéressent pas les instituteurs. Parce que les arriérés, les débiles légers, définis par la psychiatrie, ce n'est pas un problème pour l'école. Parce qu'au fond, les débiles légers, ils sont au fond de la classe et ils n'embêtent pas la classe. Ils ne posent pas de problème de discipline, donc ils n'empêchent pas la classe de se faire. Donc ce n'est pas un problème. C'est après, plus tard, quand d'autres enfants vont entrer dans le système scolaire, qui eux ont des problèmes de comportement, voilà, parce qu'ils viennent d'horizons sociaux beaucoup plus variés, qu'à ce moment-là, la psychiatrie va revenir. Parce qu'elle va dire, au fond, oui, mais ces délinquants sont des malades, donc on va s'en occuper. À ce moment-là, la psychiatrie intéresse à nouveau l'école. Donc ce qui se passe maintenant, c'est ça. C'est au fond, il faut trouver un système qui va permettre de distinguer les élèves sans les séparer. Donc ça, c'est urgent, c'est nécessaire. Parce que quand on ouvre là aussi le poste, on a plein de gens qui se plaignent du fait que le problème numéro un, c'est de gérer, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, des gens qui ont des niveaux différents, qui ont une diversité, des niveaux de langue différents, des niveaux cognitifs différents, il faut dire les choses, etc., etc., etc. Il faut gérer des gens divers, dans une classe unique, voilà, selon un programme commun. Donc c'est un peu problématique. Donc effectivement, la psychiatrie, ce qui se passe, elle redevient utile parce qu'au fond, elle permet de distinguer, hein, la médecine, elle va permettre de distinguer le handicap, la maladie et la déviance. Voilà. Et elle va permettre de dire, au fond, quelles sont les bonnes solutions pour ces différentes catégories d'anormaux. Voilà. Différentes catégories d'anormaux, c'est les handicapés, les inadaptés, les instables. Donc les handicapés auront droit à une aide de vie scolaire. Hein. Les inadaptés, on dira, faut faire peut-être de la préorientation précoce vers le travail. Et puis les instables, on va leur filer de la Ritaline. Et comme ça, on gère tout le monde sous le même chapeau. Donc il y a une demande sociale très forte aussi. Le fait que, alors je vous passe ce qui se passe dans la famille, parce que la famille, c'est pareil. C'est excusez-moi, je vais être radical, mais c'est le bordel complet dans la famille aujourd'hui. Les problèmes d'éducation sont encore plus importants. Il n'y a plus de modèle de socialisation stable. Voilà, tout le monde est en insécurité psychique. Si vous croisez famille, école, c'est pire.
Parce qu'effectivement, les verdicts scolaires font les destinées sociales en France plus qu'ailleurs. Donc effectivement, le job des familles, c'est de faire en sorte que l'enfant s'adapte parfaitement à l'école. Donc si l'enseignant n'évoque pas, par malheur, l'idée que peut-être il faudrait aller voir, consulter un spécialiste pour éventuellement ne pas dépister s'il n'y a peut-être pas une petite hyperactivité qui traîne, si l'enseignant ne dit pas ça, ne vous inquiétez pas, les parents vont apporter le truc. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que ça marche, l'hyperactivité. C'est parce que la psychiatrie, l'école, les familles ont le même problème et ont la même définition du problème et vont partager un objet pour répondre à leurs problèmes respectifs. Alors, juste en conclusion, parce que je crois que c'est vraiment grillé mon temps, donc l'institution scolaire, elle reste quand même très dans ses obsessions, on peut dire ça. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de l'école, donc je suis comme tout le monde, je lis les travaux qui sont faits sur l'école en France. Donc j'ai plein de collègues qui travaillent sur l'école. Bon, c'est flippant quand même. Hein, c'est flippant, voilà, parce que une obsession du classement en France qui n'a pas d'égal ailleurs. Une obsession du classement. Du concours, enfin, on appeler ça comme on veut, mais du classement. Donc effectivement, tous les enfants sont exposés à la même compétition. Et donc effectivement, le problème, c'est pour ça que l'hyperactivité va résoudre un certain nombre de problèmes, parce qu'elle va permettre de réintroduire de l'égalité des chances dans une compétition scolaire et sociale déséquilibrée. C'est que les parents ont évidemment peur que leur enfant soit désavantagé dans la compétition scolaire, vont faire appel à la psychiatrie, aux médicaments ou aux dispositifs éducatifs pour permettre un correctif, pour permettre à leur enfant de revenir dans la course. Il ne s'agit pas de dénoncer la course, il s'agit de revenir dans la course. Et donc de revenir dans la course et donc de rétablir une sorte d'égalité des chances. C'est pour ça que les gens tiennent à la fois aux médicaments et à la classe normale. On ne réclame plus un petit truc à côté où ça serait moins dur, où ça serait plus adapté. Dire ça aujourd'hui, c'est passer pour quelqu'un d'assez dangereux, d'arriéré, à la limite, quelqu'un qui est pour la ségrégation scolaire et sociale. Donc c'est moyen quand même comme présentation de soi, vous voyez, aujourd'hui. Donc effectivement, on a le problème de la diversité, le thème de la diversité, le thème de la compétition, et cet outil, ce traitement qui va permettre de résoudre ces problèmes-là de manière très opérationnelle et de manière, je dirais, conforme aux intérêts à la fois des familles, à la fois de l'école et de la psychiatrie. Parce que la psychiatrie, elle fait aussi son développement sur ces questions-là. Alors, juste une phrase pour finir. Donc on dit souvent, voilà, c'est une drogue de la performance. Mais ces traitements sont aussi des drogues de la performance sociale, pas seulement scolaire. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre, je dirais, c'est ce développement de ces nouvelles pathologies et le succès, en tout cas, le succès de l'hyperactivité aujourd'hui en France. Parce qu'effectivement, cela permet effectivement de faire beaucoup plus que soigner un trouble. Ça permet on peut l'espérer, enfin les gens le pensent, de ne pas s'exposer à un déclassement, de ne pas s'exposer aux inégalités. Et donc effectivement aujourd'hui dans le système scolaire, c'est vraiment ce qui est ce qui fait peur à tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup.